chers amis. Bienvenue dans ce moment paisible où les mots se transforment en berceuses pour l'esprit. Vous êtes sur le point de découvrir une merveilleuse histoire, adaptée du récit immortel de Hans Christian Andersen, Grand Klaus et Petit Klaus. Ce conte, empreint de sagesse et d'une touche d'humour, vous invite à plonger dans un monde où deux personnages, au destin contrasté, apprennent que justice et malice ne font pas toujours bon ménage. Que cette narration douce, comme un murmure nocturne, vous enveloppe de calme et vous accompagne vers des rêves apaisants. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous transporter. Dans un village tranquille vivait Petit Klaus, un fermier modeste mais rusé, et son voisin puissant, Grand Klaus, qui possédait 4 fois plus de bétail que lui. Malgré leurs différences de richesse, tous deux partageaient le même prénom, ce qui créait souvent des confusions amusantes parmi leurs voisins. Mais la jalousie de Grand Klaus envers Petit Klaus allait déclencher une série d'événements rocambolesques, mêlant tromperie, quiproquos et vengeance, jusqu'à ce que justice soit faite grâce à l'intelligence subtile de Petit Klaus. Cette histoire nous enseigne que l'ingéniosité peut surpasser la force brute, tout en nous offrant des moments de réflexion et de légèreté. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des plaines verdoyantes, 2 fermiers nommés Klaus. Le premier, appelé Petit Klaus, n'avait qu'un seul cheval, tandis que l'autre, connu sous le nom de Grand Klaus, possédait 8 chevaux robustes. Chaque matin, lorsque les cloches de l'église sonnaient pour annoncer le lever du soleil, on pouvait entendre les bruits distincts des sabots des animaux foulant les chemins caouteux du village. Cependant, ces sons avaient tendance à provoquer une certaine confusion chez les habitants, car lorsqu'on parlait de Klaus, il fallait préciser s'il s'agissait de celui avec un cheval ou celui avec 8. Petit Klaus menait une vie simple, mais heureuse. Son unique cheval travaillait dur chaque jour dans ses champs, permettant ainsi à son propriétaire de nourrir sa famille. En revanche, Grand Klaus, bien qu'étant riche et propriétaire de nombreux biens, ne semblait jamais satisfait. Il enviait la liberté apparente de Petit Klaus, qui passait ses soirées tranquillement assis devant sa chaumière, contemplant les étoiles sans souci matériel. La jalousie grandissante de Grand Klaus allait bientôt entraîner une rivalité entre eux. Un jour, alors que Petit Klaus transportait du foin vers le marché en utilisant son vieux chariot tiré par son fidèle cheval, il rencontra Grand Klaus sur la route. Ce dernier, monté sur un magnifique attelage composé de 4 de ses meilleurs chevaux, s'arrêta près de lui et lança d'un ton moqueur. « Regarde-moi donc, Petit Klaus, avec seulement un cheval, tu progresses aussi lentement qu'une tortue. » La remarque blessante fit sourire Petit Klaus, mais il répondit calmement. « Peut-être avance-t-on lentement, mais au moins, je sais où je vais. Toi, avec tes 8 chevaux, tu cours après tant de choses que tu risques de perdre ton chemin. » Ces mots, pleins de sagesse, irritèrent profondément Grand Klaus, qui décida dès cet instant de chercher à nuire à son voisin. Ce fut le début d'une série d'intrigues et de manœuvres perfides destinées à affaiblir Petit Klaus. Mais ce dernier, loin d'être naïf, avait déjà préparé une stratégie pour contrer toute tentative hostile.
Ainsi commença une bataille d'esprit où intelligence et ruse allaient éprimer sur la force brute. Les jours suivants, Grand Klaus mit en œuvre son plan machiavélique. Un soir, profitant de l'obscurité, il se rendit discrètement à l'étable de Petit Klaus et coupa les rênes, attachées à son unique cheval. Lorsque Petit Klaus se leva tôt le lendemain matin pour préparer son attelage, il découvrit avec horreur que son précieux animal avait disparu. Déconcerté, il parcourut les alentours pendant des heures, criant désespérément le nom de sa monture perdue. Finalement, épuisé et accablé, il retourna chez lui, persuadé que quelqu'un avait joué un mauvais tour. Pendant ce temps, Grand Klaus, ayant conduit le cheval volé dans une forêt lointaine, pensait avoir résolu définitivement son problème avec Petit Klaus. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Petit Klaus n'était pas homme à se laisser abattre facilement. Dès le lendemain, il confectionna un piège astucieux en plaçant une corde fine autour d'un arbre proche de la rivière, là où les voleurs viendraient probablement boire leur butin. Le piège fonctionna à merveille. Quelques jours plus tard, un groupe de brigands passant par là tomba dans le guet-apens de Petit Klaus. Ils étaient 3, vêtus de haillons sales et armés de grosses massues. Après avoir capturé ces hommes, Petit Klaus les emmena directement au bourgmestre du village, expliquant comment ils avaient tenté de lui dérober son cheval. Les brigands, terrifiés par la perspective de passer longtemps en prison, confessèrent rapidement leur crime, y compris celui consistant à vendre le cheval de Petit Klaus à un marchand ambulant. Grâce à cette confession, Petit Klaus récupéra non seulement son cheval, mais également une somme d'argent substantielle donnée par le marchand comme compensation. De retour chez lui, il se mit à rire doucement, sachant que Grand Klaus ne tarderait pas à comprendre qu'il avait été pris à son propre jeu. Et effectivement, quelques semaines plus tard, Grand Klaus, furieux d'apprendre que Petit Klaus avait non seulement retrouvé son bien, mais encore gagné de l'argent grâce à lui, décida de redoubler d'efforts pour causer sa perte. Désireux de se venger de manière plus élaborée, Grand Klaus engagea un sorcier itinérant qui prétendait pouvoir invoquer les esprits. Ensemble, ils imaginèrent un stratagème diabolique, faire croire à Petit Klaus que sa maison était hantée par des fantômes avides de vengeance. Pour cela, ils achetèrent une vieille mule squelettique et la peignirent entièrement en noir, la recouvrant ensuite d'une cape effrayante ornée de clous rouillés. Puis, un soir de pleine lune, ils firent galoper l'animal devant la fenêtre de Petit Klaus, accompagné de cris stridents et de hurlements lugubres. Mais Petit Klaus, loin d'être impressionné, trouva cette mascarade hilarante. Au lieu de fuir, il sortit de sa maison avec une lanterne et cria d'une voix forte « Ô spectre maléfique, pourquoi te promènes-tu ainsi? Viens plutôt ici, que je puisse te parler. » Intrigués par cette audace, Grand Klaus et son complice décidèrent de pousser leur mise en scène encore plus loin. Ils simulèrent une conversation entre le fantôme et Petit Klaus, affirmant que celui-ci devait sacrifier son unique cheval pour apaiser les âmes damnées. Bien sûr, Petit Klaus accepta volontiers de participer à cette comédie, feignant de sacrifier son cheval en réalité. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il avait remplacé son véritable cheval par un mannequin en bois peint,
qu'il avait soigneusement sculpté pour ressembler à l'animal. Le lendemain matin, lorsque Grand Klaus vint vérifier si son plan avait fonctionné, il découvrit avec stupeur que Petit Klaus était encore debout, indemne et hilar. « Oh, mon cher Grand Klaus, dit-il en souriant, je pense que tes esprits ont besoin de repos. Ils n'ont même pas réussi à effrayer ma femme. » Cette humiliation publique acheva de convaincre Grand Klaus qu'il devait abandonner ses tentatives de sabotage. Mais Petit Klaus, quant à lui, continua de se moquer gentiment de son adversaire, transformant chaque situation en occasion d'amusement. Un jour, Petit Klaus décida de vendre son vieux cheval à un marchand de passage qui passait par le village. Après avoir conclu l'accord, il reçut une belle somme d'argent en échange de l'animal. Mais plutôt que de garder cet argent chez lui, où Grand Klaus pourrait facilement le découvrir, Petit Klaus eut une idée ingénieuse. Il prit toutes ses pièces d'or et les plaça dans un grand sac qu'il attacha solidement sur son dos. Puis, il se dirigea vers une ville voisine, espérant y déposer son trésor en toute sécurité. En chemin, Petit Klaus traversa une forêt, dense où les ombres des arbres semblaient danser sous la lumière vacillante du crépuscule. Fatigué par le poids du sac, il s'assit au bord d'un étang pour se reposer un moment. Là, il entendit un bruissement dans les buissons. Intrigué, il se leva doucement et découvrit un groupe de voleurs planifiant leur prochain coup. Ces hommes, connus dans toute la région pour leurs méfaits, discutaient justement de voler un fermier riche. Petit Klaus, sachant qu'il ne tarderait pas à remarquer sa présence, décida de jouer un tour audacieux. Il posa son sac près de lui et commença à parler tout seul, comme s'il conversait avec quelqu'un invisible. « Oui, mon ami, dit-il à voix haute, je sais bien que ce sac contient 300 pièces d'or. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour acheter notre nouvelle maison. » Les voleurs, intrigués par cette conversation, sortirent de leur cachette et demandèrent à Petit Klaus ce qu'il racontait. Celui-ci, feignant la surprise, répondit calmement « Oh, mais je pensais être seul ici. Ce sac que vous voyez là-bas appartient à un marchand très riche qui m'a engagé pour le transporter jusqu'à la ville. Il contient 300 pièces d'or, comme je viens de le dire. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel argent. C'est maudit. Celui qui le prend sans autorisation subira des malheurs terribles. » Les voleurs, superstitieux comme beaucoup de gens à cette époque, hésitèrent un instant. Mais leur avidité fut plus forte que leur peur. Ils convinrent finalement de prendre le risque et emportèrent le sac, ignorant totalement que Petit Klaus avait menti. En réalité, le sac contenait non pas 300 pièces d'or, mais seulement quelques vieilles chaussures percées et des pierres. Une fois les voleurs partis, Petit Klaus éclata de rire. Il continua sa route vers la ville, léger comme jamais, et dépensa une partie de son véritable or pour acheter de nouveaux vêtements et des provisions. Quant aux voleurs, lorsqu'ils ouvrirent le sac et découvrirent son contenu, ils comprirent immédiatement qu'ils avaient été dupés. Furieux, ils retournèrent à la forêt pour chercher Petit Klaus, mais il était déjà loin. Cependant, cette histoire ne resta pas inconnue. Un voyageur ayant assisté à la scène rapporta l'événement au bourgmestre du village, qui trouva cela si amusant qu'il invita Petit Klaus à raconter son aventure devant toute la communauté. Ce dernier accepta volontiers, transformant ainsi
son récit en une légende locale. Même Grand Klaus, bien qu'irrité par le succès de son rival, dut reconnaître que Petit Klaus avait montré une grande astuce. Les jours suivants, Grand Klaus, toujours obsédé par sa jalousie, chercha une nouvelle manière de nuire à Petit Klaus. Cette fois, il décida de simuler sa propre mort dans l'espoir de récupérer tout l'argent que Petit Klaus avait accumulé grâce à ses combines. Avec l'aide de sa famille, il organisa une fausse veillée funéraire, pendant laquelle il se coucha dans un cercueil ouvert, entouré de bougies allumées. Lorsque Petit Klaus apprit la nouvelle, il vint présenter ses condoléances comme il convenait. Mais avant de pénétrer dans la maison de deuil, il remarqua quelque chose d'étrange. Aucun pleur sincère ne venait des invités, et Grand Klaus semblait étonnamment calme pour un homme supposé être décédé. Intrigué, Petit Klaus attendit patiemment que tous les autres soient départis, puis il s'approcha du cercueil. « Dis-moi, Grand Klaus, murmura-t-il doucement, es-tu vraiment mort? Ou essaies-tu encore de me tromper ?» Grand Klaus, incapable de résister à la tentation de répondre, ouvrit légèrement les yeux et chuchota. « Je vis encore, Petit Klaus. Ne dis rien à personne. » À ce moment précis, Petit Klaus comprit qu'il tenait enfin l'occasion de mettre fin aux manigances de son ennemi. Il fit mine de partir, mais revint rapidement avec un prêtre du village, affirmant que Grand Klaus avait eu une vision divine depuis l'au-delà. Devant témoins, Petit Klaus força Grand Klaus à avouer publiquement toutes ses machinations, y compris celles concernant le vol du cheval et la tentative de le faire fuir avec l'histoire du fantôme. La vérité étant révélée, Grand Klaus perdit toute crédibilité auprès des habitants du village. Le bourgmestre, outré par ses actions, ordonna qu'il rembourse toutes les sommes injustement obtenues et qu'il rende justice à ceux qui l'avaient trompé. Humilié et ruiné, Grand Klaus disparut peu après, laissant Petit Klaus savourer sa victoire. Libéré de la menace constante de Grand Klaus, Petit Klaus put enfin profiter pleinement de sa vie. Il continua de cultiver ses champs avec diligence, mais désormais il consacrait également du temps à aider ses voisins dans le besoin. Sa réputation de générosité et de sagesse grandit au fil des années, et bientôt il devint une figure respectée dans tout le village. Un jour, alors qu'il travaillait dans son champ, Petit Klaus rencontra un ermite errant qui voyageait d'une contrée à l'autre, porteur de savoirs anciens. L'ermite, fasciné par les histoires de Petit Klaus, lui offrit un livre mystérieux contenant des recettes pour fabriquer des potions magiques. Bien que sceptique au début, Petit Klaus décida d'essayer certaines de ces formules, découvrant ainsi des remèdes naturels capables de guérir divers maux. Grâce à ses connaissances, Petit Klaus devint aussi un guérisseur apprécié, attirant des visiteurs de tous horizons. Les riches, comme les pauvres, venaient le consulter, apportant avec eux des cadeaux et des remerciements. Petit à petit, Petit Klaus accumula suffisamment de richesses pour vivre confortablement, sans jamais perdre sa simplicité ni son humilité. Mais ce qui rendait Petit Klaus vraiment heureux, c'était la paix intérieure qu'il avait trouvée. Il avait appris que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les relations sincères et les actes nobles. Et chaque soir, avant de s'endormir, il prenait un moment pour remercier le ciel pour toutes les bénédictions
qu'il avait reçu. Un automne particulièrement froid, Petit Klaus commença à remarquer des phénomènes étranges autour de sa maison. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs déserts, des portes claquaient sans raison apparente, et parfois il jurait voir des silhouettes floues glisser devant ses fenêtres. Intrigué, il consulta l'ermite qui lui expliqua que ces manifestations étaient probablement dues à des âmes errantes cherchant à transmettre un message urgent. Suivant les conseils de l'ermite, Petit Klaus installa une table spéciale dans son salon sur laquelle il plaça des objets symboliques, une bougie allumée représentant la lumière, une cloche pour invoquer les esprits et un bol d'eau pure pour purifier les intentions. Chaque nuit, il méditait en silence, attendant que les âmes se manifestent. Un soir, alors qu'il pratiquait cet rituel, une voix douce mais ferme s'éleva dans la pièce. « Petit Klaus, dit-elle, tu as toujours agi avec honnêteté et intelligence. Mais souviens-toi, même les plus grands stratagèmes peuvent conduire à des conséquences imprévues. Prends garde à ne pas te laisser entraîner dans des jeux dangereux. » Cette mise en garde intrigua Petit Klaus, qui passa plusieurs nuits à réfléchir à son sens. Finalement, il réalisa que, bien qu'il ait souvent utilisé ses talents pour contourner les problèmes, il devait maintenant apprendre à affronter directement les défis de la vie. Cela marqua un tournant important dans sa philosophie personnelle. Les années passèrent et Petit Klaus atteignit un âge avancé. Malgré ses nombreuses aventures, il conserva toujours son esprit vif et sa bonne humeur légendaire. Avant de partir pour l'au-delà, il réunit ses amis et sa famille autour de lui pour partager ses dernières leçons de vie. « Mes chers compagnons, dit-il, rappelez-vous que la vie est un voyage rempli de détours et d'embûches. Certains choisiront la force brute pour atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres préféreront l'intelligence et la ruse. Mais quelle que soit la voie que vous choisirez, n'oubliez jamais de rester fidèle à vos principes, car c'est dans la loyauté et la compassion que réside la véritable grandeur. » Après ces mots, Petit Klaus s'éteignit paisiblement, entouré de ceux qui l'aimaient. Son héritage, cependant, continua de vivre à travers les récits qu'on racontait à son sujet. Les générations futures se souviendraient de lui, non seulement comme d'un homme rusé, mais aussi comme d'un sage qui avait su transformer ses adversités en opportunités. Et ainsi s'achève l'histoire de Petit Klaus et Grand Klaus, un conte qui nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, la sagesse et la persévérance peuvent toujours l'emporter. Chers amis, nous voici parvenus au terme de cette merveilleuse aventure avec Petit Klaus et Grand Klaus. J'espère que cette histoire vous a apporté autant de plaisir qu'elle m'en a procuré en la partageant avec vous. Comme Petit Klaus l'a appris au fil des épreuves, la vie regorge de leçons précieuses, que ce soit sur l'importance de la ruse bien utilisée, la valeur de la patience ou encore la beauté de la sagesse. Alors, avant de refermer ce chapitre pour ce soir, je vous invite à emporter ces pensées avec vous dans vos rêves. Peut-être y rencontrerez-vous Petit Klaus lui-même, prêt à partager une nouvelle histoire autour d'un feu crépitant. Que cette nuit soit douce, paisible et remplie de moments magiques. N'hésitez pas à revenir sur cette chaîne pour découvrir
d'autres récits apaisants qui bercent nos esprits et nourrissent notre imagination. À bientôt dans un prochain conte. Bonne nuit et faites de beaux rêves.